Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gang de Vitellum poursuit son extension à Fort-Jacques. Ils ont mis le feu au commissariat de police mercredi dans la soirée. Selon plusieurs sources, des véhicules ont également été incendiés par ces individus. Les citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont exprimé leur ras-le-bol par rapport aux groupes armés qui les chassent de leur domicile. Ils invitent les autorités à prendre leurs responsabilités. Le docteur Jean Ardouin Louis Charles, membre du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RDNP, apporte son soutien à Mirland Manigat dans son action au sein du Haut Conseil de la Transition. Toutefois, il l'invite à rester fidèle au programme de son parti. Des individus armés ont mis le feu dans les locaux du commissariat de police de Fort-Jacques mercredi dans la soirée. Selon plusieurs sources, des véhicules qui se trouvaient dans l'espace ont aussi été incendiés. Des maisons ont été également cambriolées. Pour l'heure, on ignore l'étendue des dégâts causés par cet incendie criminel. Depuis quelques jours, des citoyens tentent d'alerter la police sur la présence d'hommes armés dans la commune de Fort-Jacques. Un appel resté sans suite jusqu'à présent. Notre invité cet après-midi est M. Guichard Doré, ex-conseiller privé spécial du président Jovenel Moïse. Nous allons aborder avec lui la situation générale du pays, l'emprise des gangs qui ne cessent de gagner du terrain, peut-être la visite de cette mission de la CARICOM Canada, enfin, des thèmes généraux qui concernent la réalité du pays. Bonsoir, Monsieur Doré, bienvenue. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs de Métropole. Voilà, bon, il y a eu, on va commencer par ça, il y a eu apparemment une tentative du gouvernement de combler un des grands vides institutionnels du pays, qui est le vide de la justice, et le Premier ministre a procédé à la nomination d'un certain nombre de juges à la Cour de cassation. Il y en a qui ont applaudi et d'autres qui ont fait savoir qu'à leur avis, le Premier ministre ne dispose pas des provisions légales pour nommer des juges manquants à la Cour de cassation. Quelle est votre position? Bon, on sait pertinemment, on est dans une situation difficile. Il y a un vide institutionnel à tous les niveaux. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Donc, je disais toujours que la présidence est la clé de voûte des institutions politiques en Haïti. Le fait qu'on n'a pas un président qui soit l'organe principal en tant que chef de l'État, chef du pouvoir exécutif, président des institutions de la République, on a un problème. Bon, c'est vrai, je comprends la situation dans laquelle se trouve le Premier ministre. Étant c'est là-bas, il est à la fois Premier ministre et parlementaire, chef du gouvernement, chef du pouvoir exécutif et également ministre de l'Intérieur. Il a, à lui seul, il combat un ensemble de pouvoirs qui devaient être distribués à d'autres organes de l'État. Bon, on est dans une situation exceptionnelle. Je peux comprendre qu'au niveau de la justice aussi, depuis quelque temps, l'appareil judiciaire se trouve confronté à pas mal de difficultés, notamment au niveau de la Cour de cassation. Et cette cour était dysfonctionnelle depuis quelque temps. Bon, ce qu'on souhaite dans cette situation, même si que la Constitution de 1987, dans sa version amendée et par la loi constitutionnelle de 2011, prévoit que c'est le Sénat de la République, normalement, qui doit sur une liste de 3 par siège, faire des choix et en fonction de ce que le président de la République lui propose. Mais on est dans une situation, je dirais, exceptionnelle. Je peux comprendre qu'il y a des dossiers qui sont en attente au niveau de la justice. On ne peut pas attendre que toutes les institutions soient mises en place pour que la justice puisse décider. Je pense que dans cette situation, la raison demande, exige, ou même fait obligation même, au Premier ministre d'avoir un accord plus large et
au-delà de cet accord qu'il a pu obtenir récemment, et pour qu'on puisse avoir une discussion éclairée entre les différents acteurs politiques, pour qu'on puisse aborder la question haïtienne avec raison. Parce que depuis quelque temps, ce qui nous manque, c'est la rationalité. Parce qu'on met à l'état la raison de tout ce qu'on fait. On pense que ce n'est pas des coups politiques, je dirais, ou bien des coups médiatiques qu'on peut résoudre les problèmes. Or, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est des problèmes sérieux. Donc, je pense que la décision qui a été prise, je pense, est précipitée, parce que le Premier ministre lui-même, il a dit, y compris les gens qui parlent pour lui, dans les médias, on veut avoir un accord inclusif, c'est-à-dire un accord plus large. Moi, je m'attendais qu'hier, au moins, d'autres forces politiques, et ne serait-ce que les forces qui se sont exprimées sur la scène politique dans les victoires électorales récentes, n'ont pas participé dans cet accord. Donc, je pense qu'il y a un déficit politique. Et puisqu'il y a un déficit politique en termes de légitimité, et donc je pense que probablement il y a une précarité de carrière que le Premier ministre met en question pour ces juges-là qui ont été nommés. Oui, mais comme vous l'avez dit, il fallait quand même combler ce vide parce que, bon, pas de Sénat, pas de Chambre des députés, les institutions plus ou moins décapitées et dysfonctionnelles, il faut bien commencer quelque part. Oui, évidemment, mais il faut qu'il y ait un accord plus large. Parce que qu'est-ce qui va arriver, Serge? Supposons qu'on organise les élections à la fin de l'année ou bien au début de l'année prochaine. Tous ces magistrats-là seront envoyés par le nouveau Parlement. Parce que c'est une attribution du président de la République et une attribution du Parlement. Autrement dit, c'est une compétence partagée entre le président de la République et le Sénat pour choisir les juges de la Cour de cassation. Vous voyez que moi, je n'aimerais pas être dans la position de ces juges-là. Vous allez passer une année au niveau, bien 18 mois, au niveau de la Cour de cassation. Après ce moment, on va vous mettre à la retraite. Vous voyez la situation. Alors que si on avait un accord large, probablement, cet accord-là, de toute façon, les parlementaires tiendraient compte de cet accord. Autant donné qu'il n'y a pas d'accord, je pense qu'on met ces juges-là dans une situation de précarité. Ouais. Oui, vous avez tout à fait raison. Et comme on parle de justice, monsieur Guichard-Doré, il semble, depuis quelque temps, que la justice américaine soit plus active que la justice haïtienne dans le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Quel est votre sentiment? Et avez-vous des raisons d'être optimiste? Du côté américain, on peut dire que le dossier avance, même si il y a des doutes, parce que je peux comprendre aussi, là encore, puisque j'ai travaillé beaucoup sur les dossiers de renseignement. Le gouvernement américain a pris, a demandé à la justice de mettre à côté certains dossiers, parce qu'on ne devrait pas traiter ces dossiers-là au grand jour. Même si je crois dans l'ordre des choses, une société démocratique comme les États-Unis, on va traiter les dossiers, probablement, c'est pas comme on devrait les traiter dans un tribunal pour que tous les citoyens puissent avoir accès au dossier. Parce qu'il relève de la sécurité nationale des États-Unis, comme il a été dit. Mais je crois que, qu'on le veuille ou non, on peut prendre ce qu'on peut trouver, puisque jusqu'à présent, en Haïti, les dossiers ne marchent pas comme on l'aurait souhaité. C'est vrai qu'il y a des auditions, il y a des gens qui ont été entendus par le magistrat instructeur, mais je pense que, tenant compte de l'ampleur de ce dossier, puisque c'était une déclaration de guerre des militaires étrangers qu'on appelait des mercenaires, mais moi je pense que c'est des militaires étrangers parce qu'on est militaire à vie, même si on est à la retraite, on est toujours attaché à une institution militaire. C'est des forces spéciales de l'armée colombienne qui ont été retrouvées en Haïti, qui ont été arrêtées par la police nationale. Donc normalement, on devrait, dans l'ordre des choses, saisir des instances internationales. La Cour de justice internationale devrait être saisie pour que le gouvernement colombien donne des explications. Comment se fait-il que des militaires, même s'ils ont été retraités en retraite, mais c'est des militaires qui faisaient partie des forces spéciales de l'armée colombienne et ils ont été impliqués dans l'assassinat du chef de l'État. Dans tout pays, on aurait considéré ça comme une déclaration de guerre. Même si moi je suis un pacifiste, mais je pense que sur le plan du droit, on devrait traiter cette question. Encore une fois, c'était au gouvernement de saisir ce dossier.
Ça n'a pas été fait. Et moi, j'avais demandé au moins 3 enquêtes pour le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est vrai, l'enquête policière avec la direction centrale de la police judiciaire, l'enquête pénale, mais il devait y avoir une enquête socio-administrative sur les dysfonctionnements institutionnels entourant l'assassinat du chef de l'État. Ça allait nous donner beaucoup d'informations, également de permettre à la société de se ressaisir de cette dynamique conflictuelle qu'on se trouve depuis 1986. Donc malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc j'attends que le juge qui instruit le dossier continue avec son travail, même si je n'entends pas que le juge demande de moyens, parce qu'avant, il y avait des juges qui travaillaient sur le dossier, qui sollicitaient des moyens, comme quoi qui manquait de moyens pour faire leur travail. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais paraît-il, semble-t-il, ce n'est pas le cas. Donc, on attend. Maintenant, du côté des États-Unis, je crois que le dossier fait son chemin, même si je pense que tenant compte de cet aspect qui a été évoqué, la sécurité nationale, il y a certaines parties du dossier qui ne soient pas traitées comme il devrait l'être. Mais ici en Haïti, Monsieur Doré, on en est quoi, si j'ai bonne mémoire, au 5e magistrat instructeur nommé? Oui. Mais 5e, peut-être ce dernier-là, il est resté pour longtemps. Il a plus de moyens. Bon, il ne se plaint pas. Bon, peut-être il a de moyens. Bon, déjà, le fait qu'il ne se plaigne pas, c'est peut-être déjà un bon signe. Mais vous ne m'avez pas dit, est-ce que, compte tenu de l'inertie de cette enquête côté haïtien, parce que bon, il n'y a pas eu de grands mouvements qui ont été faits côté haïtien pour mettre sous les verrous des gens dont on dit qu'ils auraient participé, ne serait-ce que comme concepteurs de cet assassinat. Au fond de vous qui connaissiez très bien le président Jovenel Moïse, est-ce que vous avez un espoir de voir un jour ce dossier aboutir et les fauteurs, les inventeurs intellectuels de cet assassinat, est-ce que vous pensez que vous les verrez un jour sous les verrous? Bon, on peut l'espérer, puisqu'on est dans un pays qui se met depuis quelques années dans une démarche de construction de l'état de droit. Je pense qu'un cas pareil ne devrait pas être resté impuni. Et d'autant plus que les gens qui ont financé le coup, parce que même si on a arrêté des gens, mais écoutez, socialement, on pense que ces gens-là probablement n'ont pas de moyens pour mobiliser toute cette équipe-là, mobiliser des entreprises aux États-Unis, mobiliser des militaires expérimentés en Colombie et utiliser on est dans une situation d'un cas de crime transnational. C'est pourquoi moi, personnellement, dès le départ, j'avais demandé qu'on puisse constituer un tribunal international pour traiter de ce dossier. Parce que la façon... Et pourquoi ça n'a pas été fait? Bon, c'est le gouvernement. Je crois que le Premier ministre Claude, en son temps, avait sollicité une demande auprès des Nations Unies. Paraît-il que le Premier ministre actuel, M. Ariel Henry, quand il est arrivé au pouvoir, il a écrit une lettre aux Nations Unies pour dire non, qu'il ne veut pas un tribunal international. Donc, d'après ce que je comprends. Aïe, aïe. Bon. On va changer complètement. L'emprise des gangs sur la vie nationale est de plus en plus prenante, de plus en plus criminelle, de plus en plus sanglante. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour mettre un terme à ces activités qui gagnent du terrain chaque jour davantage? Les gens de Port-au-Prince sont complètement assiégés. La sortie vers le sud reste aléatoire. Au nord, Canaan est complètement bloqué. Aller vers l'est, Croix-des-Bouquets, il faut avoir un esprit de kamikaze pour pouvoir traverser. Maintenant, c'est Pernier, c'est la Boule, enfin, toute la montagne maintenant est sous l'emprise de celui qui se fait appeler Timacac. Vitellum, innocent, allé à présent partout et sans vouloir mettre la main sur Pétionville. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et question annexe,
Êtes-vous partisan de l'envoi d'une troupe, mission militaire internationale qui viendrait aider la police nationale dans cette guerre contre les gangs? Bon, je commence par la première partie de la question. Donc, normalement, il devrait y avoir un plan national de sécurité. Pour le présent moment, ce document n'existe pas. Normalement, au temps du président Jovenel Moïse, on a commencé à travailler sur cet aspect, puisque je ne peux pas dire que le problème a commencé avec le gouvernement actuel. C'est un problème qu'on a eu depuis des décennies avec la dissolution de l'armée d'Haïti. Et moi, je dis aujourd'hui que le fait qu'on a pris la décision de dissoudre l'armée d'Haïti, donc on détruit en fait la base de la société en matière de sécurité. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, on devrait avoir un pôle institutionnel de sécurité autour du ministère de l'Intérieur. Et là, quand on a commencé à travailler sur la Constitution, même si la Constitution 87 dit que la police relève du ministère de la Justice, mais on peut interpréter ces textes différemment pour dire que probablement c'est la direction centrale de la police judiciaire qui travaille avec la justice. Maintenant, la police administrative devait relever, la police de façon générale devait relever du ministère de l'Intérieur, le service de l'enseignement central travaille du ministère de l'Intérieur, le contrôle administratif du territoire relève du ministère de l'Intérieur. Par exemple, quelqu'un qui veut en fait enregistrer son véhicule doit se rendre dans une délégation. À ce moment-là, on a un pôle institutionnel de sécurité pour qu'on puisse avoir une autorité centrale qui fait le pilotage du dispositif institutionnel de sécurité du pays. Pour le présent moment, ça n'existe pas. Or, on a essayé depuis 1987 de balkaniser les institutions qui travaillent sur la sécurité. Ne serait-ce que sur le renseignement, vous avez la primature qui intervient dans le renseignement, le ministère de la Justice, la police nationale, le palais national, etc. Donc, on perd de repères, on ne sait pas qui est responsable aujourd'hui du renseignement. On sait pertinemment qu'en matière de sécurité, et pour qu'il y ait au moins un résultat, il faut qu'il y ait un responsable. Mais qui est responsable du renseignement aujourd'hui? Si vous allez voir dans le budget de la République, il y a un poste pour le renseignement, mais l'argent de l'État, on dépense de l'argent, maintenant il n'y a pas de résultat. Et c'est pourquoi que toutes les opérations que la police essaie de mener, on ne trouve pas beaucoup de résultats parce qu'il y a un dispositif manquant, ce qu'on appelle le dispositif de renseignement. Le renseignement intérieur, on n'a pas les moyens sur ça. D'autant plus qu'on a un embryon de l'armée jusqu'à présent, je crois pas qu'il y avait une volonté pour mobiliser ces militaires-là et qu'on puisse avoir un continuum institutionnel de sécurité, l'armée, la police, pour que ces institutions-là puissent travailler ensemble. Pour le présent moment, ce n'est pas le cas. Et bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas contre une demande internationale en matière de sécurité parce que je suis conscient que les forces internes sont dépassées par les événements. Et pour la simple bonne raison, il n'y a pas de politique de sécurité en Haïti. Puisque, écoutez, la politique de sécurité, pas seulement de la police, et parce que quand on a la politique de sécurité, ça doit être visible par le citoyen, par les acteurs qui travaillent en Haïti. Pour le présent moment, on ne trouve pas, on ne le voit pas. Donc, c'est pourquoi que le territoire est abandonné, on perd le contrôle du territoire à tous les niveaux, les contrôles administratifs, les contrôles policiers, les contrôles militaires du territoire. Donc, tout le monde est aujourd'hui en Haïti en situation de sécurité. Oui, il y a même des signes contraires, car comme le faisait remarquer M. Delva en le regrettant, le poste de secrétaire d'État à la sécurité n'existe plus dans un pays où... C'est du gouvernement. C'est du gouvernement. Parce que je me rappelle qu'en 2014, on a eu des cas de kidnapping. Il a fallu que M. Delva, qui était comme secrétaire d'État de la sécurité, il a pu trouver des solutions, je dirais, appropriées à ce problème. Donc autrement, nous, on pense qu'il devrait y avoir un Conseil national de sécurité. Par exemple, dans le texte sur l'ANI, il est prévu de créer un Conseil national de sécurité avec des experts, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez le Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, la majorité des gens qui siègent au niveau de CSPN sont incompétents en matière de sécurité. Quand vous avez le ministre de la Justice, bon, même si je n'ai rien contre la milice en soi, mais ce n'est pas grande chose en matière de sécurité. Le Premier ministre non plus, le ministre de l'Intérieur, le ministre occupe cette fonction non plus. Donc, au plus haut niveau de l'État, le pilotage stratégique du dispositif institutionnel de sécurité fait défaut. Donc, c'est pourquoi il est important de mettre en place le Conseil national de sécurité et de défense pour qu'on puisse avoir des experts
il aide le gouvernement. Parce que même si on peut être de l'opposition ou bien proche du gouvernement, il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a un problème sérieux en Haïti en matière de sécurité. Donc, je pense que le bon sens voudrait que le gouvernement fait appel à des experts haïtiens qui sont là. Moi, j'ai entendu M. Delva qui parlait l'autre jour dans une station sœur qui dit que bon, il est là, puisqu'il a été formé, et comme moi, par l'agent des contribuables haïtiens. Donc, il est là pour aider, mais le gouvernement semble avoir une autre idée. Et on comprend, on voit dans la réalité, cette idée-là ne donne pas de résultat. Ou bien cette stratégie ne donne pas de résultat. Oui, en effet. Quand on pense que dans un pays où l'insécurité est le problème numéro 1 de la quasi-totalité de la population, on se demande qu'est-ce qui passe par la tête des responsables de supprimer justement le secrétariat d'État chargé de la sécurité. Vous avez un pays dominé par l'insécurité et la première chose qu'on fait, c'est de supprimer le secrétariat d'État à la sécurité et sans le remplacer en plus, comme vous venez de le dire, sans le remplacer par autre chose. C'est comme si l'insécurité, c'était normal. Bon, oui, on nous donne une nouvelle culture, la culture de l'insécurité. Donc, il faut faire avec, mais ça a des coûts économiques. Les entreprises qui ne peuvent pas travailler, les pères de famille qui ne peuvent pas vaquer normalement à leur occupation, et l'État non plus n'a pas beaucoup de taxes, puisqu'il y a une bonne partie du territoire qu'on appelle les États de non, les zones de non-droit, qui n'ont pas accès à ces lieux. Oui, bien sûr, sans compter le coût humain, parce que... Bon, oui, il y a des pertes en vie humaine, et deuxièmement, le problème, c'est qu'il y a une fuite des cerveaux, une fuite de En plus, quand on voit la réaction de la population face à la nouvelle proposition de l'administration Biden, le nombre de milliers de gens qui se précipitent pour aller récupérer leur passeport et espérer faire partie de ceux qui pourront bénéficier de ce humanitarian parole, c'est ahurissant. Donc, enfin. Bon, Monsieur Doré, malheureusement, le temps nous fait la guerre. On va devoir mettre un terme à cette discussion tout à fait passionnante. Et je vous remercie de nous avoir parlé avec toute la franchise qu'on vous connaît. Merci encore. Merci de votre participation à ce Métro News. Et bonne continuation. Merci beaucoup, Serge, et merci à tous les téléspectateurs de Métropole qui me regardaient. Parfait. C'était donc M. Guichard Doré, ex-conseiller spécial du président Jovenel Moïse, qui commentait avec nous certains aspects de l'actualité et nous donnait son opinion. Quand il n'y a pas de mouvement de rue, la mendicité est le moyen utilisé par des militants politiques, notamment ceux du Champ de Mars, pour gagner de l'argent. Ils se réclament, ils se disent proches du secteur démocratique et populaire, alliés du pouvoir. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas gagné les rues depuis plusieurs mois, malgré la persistance des mauvaises conditions de vie dans le pays. Toutefois, certains d'entre eux dénoncent avoir été mal utilisés par les politiques qui, la plupart du temps, ne tiennent pas leurs paroles. Nous connaissons une manifestation dans la rue. Manifestation à pile monde. Le peuple a décidé pour faire une bataille. Mais dans tête leader, ce n'est pas ça lui-même. Pendant que nous la manifestation, même nèg ça qui lance la manifestation, c'est même lui-même qui chita avec moun la bataille contre lui. Mais je ne dis à nous-mêmes, en la force militaire radicale avec ensemble de l'autre organisation de base, nous venons chita nous dit non, monsieur, moun pas qu'à prendre nous en tant que jeunes à l'école, moun pas qu'à prendre nous faire un service pont pour y passer, pour y bénéficier sous nous. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous style toujours été dans la crasse là. Nous venons définir un bagage qui c'est Champ de Massini, nous comprenons. Les qui viennent avec Champ de Massini, nous comprenons. Nous ensemble de organisations politiques de base, nous disons, monsieur, si nous faisons un bagage, nous sommes jeunes, nous avons un avenir devant nous, nous faisons un bagage pour tête nous. Nous ne pouvons pas quitter ensemble de nègres ça, prendre nous, manipuler nous, mettre dans la rue encore. Mais je ne dis nous-mêmes, nous toujours là, pour quelle soit la mobilisation de guerre, c'est nous-mêmes qui faisons par rapport avec l'insécurité, la vie chère, chômage, nous ne pouvons pas manger.
mais je dis à nous prêts pour nous faire mouvement dans la rue. Mais ce n'est pas avec ensemble de leaders traditionnels. Ce n'est pas ensemble de petits groupes oligarchiques parce que nous bataille contre les gens. Pas oublier, frère, depuis après 86, nous pas jamais gagné l'autre monde qui là. C'est depuis 86 à nos jours. C'est même moun sa yo. Mais je ne dis en tant que jeune, il faut que nous bataillons contre moun sa yo pour nous dire non. Nous prenons bas moun sa yo trop. Là, on prend Marjorie Michel, André Michel, ou prend Ricard Pierre et puis on prend Pierre Richard avec Wench. C'est à travers moun sa qui dans la rue avec nous. Les autres dans la rue, ça veut dire que nous mangeons en pâté, nous devons manger ensemble, nous boire de l'eau ensemble. C'est à travers moun sa qui fait des intégrations avec des militants vulnérables. Militants sortent dans la rue, pas de KPK, qui gênent des petits contrats, puis aussi vivre. Et de suite ensuite, ça a une fête, et puis Ricard, nous jeunes, si support ça, j'ai un oxygène. Parce que les gens qui étaient là en vote, pas de jambes de qu'on fait, si sur la porte de presse pas explosé déjà, c'est grâce à moun ça, parce que si on même yo battu on 10, on 20, on 30 militants, ça on 10, on 20, 30 bandits dans la rue. C'est dans raison ça nous jeune support. C'est que nous même nous c'est des employés qui travaillent dans une boîte, les toucher au pays nous, nous travailler au pays nous. Et puis, à quoi nous, si nous faisons conférence, nous faisons, à quoi nous, si nous avons l'autre monde, nous aider. Parce que nos problèmes, nous venons arriver là, c'est pas la dialectique des âmes qui va résoudre, c'est l'âme de la dialectique, c'est le dialogue, c'est l'amour, c'est la paix, réconciliation. Il faut apprendre à connaître le pardon qui a sauvé le pays. Si un tel fait mon bagage, moi, dit le pardon, et puis pour nous sauver le pays. Nous-mêmes, nous voulons notre table là, qui tout est PHT, carte la valasse pour nous tout chita, pour nous dire problème pays, avant tout, sécurité pays, avant tout, et puis pour le pays à sauver. Notre invité cet après-midi par visioconférence est le docteur Jean Ardouin Louis-Charles, invité aujourd'hui non pas en tant que médecin et coordonnateur général du syndicat des médecins, mais en tant que membre du directoire du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, le parti qui a vu, hélas, l'assassinat de son secrétaire général, Éric Jean-Baptiste, parti à l'origine fondé par M. Maniga, et dont Mme Maniga est aujourd'hui un des membres prominents. Bonjour, docteur Louis-Charles. Et bonjour, bonsoir. Et donc, c'est un plaisir de participer à cette émission et pour pouvoir donner notre opinion concernant la situation dramatique que vit notre cher Haïti, que vit le peuple haïtien. Oui, et dramatique, oui. C'est un mot bien gentil, c'est tragique, c'est dramatique, c'est inhumain. Maintenant, bon, il y a eu quand même quelques tentatives, avec en particulier dans le domaine judiciaire, la nomination d'un certain nombre de juges à la Cour de cassation. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure en elle-même? Et ensuite, est-ce que d'après vous, M. Ariel Henry, le Premier ministre, est-ce qu'il dispose des provisions légales pour procéder à ce genre de nomination? Bon, je dois dire que cette nomination vient de couvrir un vide. Est-ce qu'on doit choisir, ou bien on reste dans le vide, aux Haïtiens, aux Haïtiennes, ou bien on fait quelque chose. Et on n'a pas de, même si le Premier ministre Ariel n'a pas de provision légale comme on le souhaite, mais il faut pas oublier que nous vivons une situation exceptionnelle et où toutes les institutions sont à terre. Donc, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser toutes les institutions est-ce qu'il faut vivre avec l'absence des institutions? Ou bien il faut tenter quelque chose? Eh bien, c'est pourquoi je suis d'accord avec le HCT et le Premier ministre Ariel de faire quelque chose, et de faire quelque chose, attention, de faire quelque chose dans l'intérêt général. Et c'est pas faire quelque chose pour leurs proches, et de faire quelque chose dans l'intérêt général. Ainsi, je pense que ça fait trop longtemps que le pays n'a pas de cour de cassation. Donc, rester sans cour de cassation, c'est bloquer la justice. Donc, bloquer la justice, c'est faire beaucoup de mal au peuple haïtien.
Ainsi, je pense que c'est normal qu'on doit tenter de faire quelque chose, qu'on doit essayer de régulariser et de remettre sur pied certaines institutions dans la mesure du possible. Mais étant donné que il n'y a pas de président, il n'y a pas de parlement, donc la Constitution n'est pas totalement applicable. Donc il faut faire quelque chose, même si c'est parfois en dehors de la Constitution. Mais l'essentiel, c'est de faire quelque chose dans l'intérêt de l'intérêt collectif. Oui. Oui, je pense que tout le monde partagera votre opinion. Il fallait absolument combler ce vide. D'autant plus que, comme vous l'avez fait remarquer, il y a d'autres vides qui sont tout aussi béants et tout aussi dangereux pour la démocratie d'un pays, en particulier l'absence de Parlement, que ce soit le Sénat, que ce soit la Chambre des députés. Je vous ai posé la question parce que certains esprits chagrins se sont attaqués à ce détail constitutionnel de le Premier ministre a-t-il le droit de nommer des juges, peut-être en laissant de côté ce que vous avez mis en avant, à savoir est-ce que c'est dans l'intérêt du pays, oui ou non? Et à l'évidence, la réponse est oui, c'est dans l'intérêt du pays. Bon, comment parler de la situation sans faire allusion à l'emprise des gangs, d'emprise de plus en plus manifeste et de plus en plus sanglante des gangs. Maintenant, ça va partout. Avant, c'était plus ou moins... ça se réduisait à quelques quartiers. Aujourd'hui, c'est partout. C'est absolument partout. Canaan est tenu, La Boule est sous l'emprise de Timacac. Enfin, Vitellum est partout. Il veut prendre Pétionville. Dans le même temps, il est question de l'envoi d'une troupe internationale militaire qui viendrait aider la PNH à combattre. Il y a eu, là, au début de semaine, il y a eu cette visite éclair d'une mission du CARICOM qui est venue nous voir. Finalement, votre position au RDNP, quelle est votre approche face à ce phénomène des gangs? Eh bien, nous, au RDNP, et non seulement le phénomène des gangs, avec cette violence qui s'installe à demeure dans le pays. Donc, et nous venons sommes en train de vivre une exacerbation de cette violence. Donc, cette violence qui tend à couvrir toute la zone métropolitaine. Donc, maintenant, c'est comme si le citoyen et la citoyenne n'a plus d'espace de liberté. Donc, partout où ils passent, ils sont susceptibles d'être kidnappés ou bien d'être violentés par ces gangs. Donc, ces gangs occupent l'espace et occupent de plus en plus l'espace. Donc, nous n'avons plus d'espace vital. Donc, au RDNP, nous en parlons beaucoup parce que au RDNP, nous sommes victimes doublement, et avec l'assassinat de M. Jean-Baptiste et encore d'autres assassinats. Dans cette situation, nous avons perdu notre secrétaire général au niveau du RDNP, et ensuite notre profession est particulièrement victime de cette situation. Donc, jusqu'à présent, nous avons des médecins qui sont kidnappés. Et on a libéré certains. Donc, nous ne pouvons plus pratiquer sereinement la profession. Donc, nous sommes obligés de faire le marronnage de temps en temps. Donc, encore une fois, c'est très mauvais pour la population haïtienne, surtout pour la zone métropolitaine, et qui n'arrive pas on n'arrive pas à satisfaire sa demande de soins. Oui, d'ailleurs, c'est tout le système médical qui est en grand danger avec la fermeture de la plupart des centres de santé, à commencer par le plus important, l'hôpital général, qui est incapable de fonctionner, faute de moyens, faute d'appareils, faute de sécurité aussi. Qui est-ce qui va aujourd'hui se risquer à aller au centre-ville du côté du Champ de Mars, de traverser pour aller à l'hôpital général?
et puis tous ces kidnappings de médecins. Comme vous l'avez dit, heureusement, certains ont été libérés, mais il y en a d'autres qui sont encore sous la férule des gangsters. Mais alors concrètement, au RDNP, qu'est-ce que vous préconisez pour mettre fin à ce règne des gangs sur le pays? Bon, j'ai suivi, j'ai entendu plusieurs experts qui ont parlé de cette situation. Je crois que Haïti seul ne peut pas résoudre ce problème. C'est dommage que nous sommes arrivés à cette situation-là. Donc, il nous faut quand même du concours international. Bon, étant donné que Haïti fait partie du Conseil des Nations, donc c'est normal que Haïti peut solliciter l'aide des organisations internationales, particulièrement de l'ONU, pour qu'ils nous aident à sortir de cette impasse. Parce que nous avons montré déjà notre faiblesse, l'État a déjà montré sa faiblesse, et ensuite, il y a dans certaines situations la participation de certaines personnes comme complices de ces gangs, comme patrons de ces gangs, comme cerveau même de ces gangs. Donc, c'est-à-dire que c'est difficile. Je pense que Haïti, pour sortir, nous devons faire des efforts sérieux, honnêtes et sincères, mais nous devons aussi solliciter l'aide des organisations internationales, tant régionales que générales. Oui. D'ailleurs, je crois que cette visite, cette mission de la CARICOM Canada avait un peu pour objectif de tâter le terrain et de voir ce qu'il était possible de faire. Il y a une demande officielle de l'État haïtien auprès de l'ONU d'envoyer, mais j'ai l'impression que la communauté internationale traîne les pieds. Est-ce parce que les précédentes missions de l'ONU en Haïti n'ont pas tenu toutes leurs promesses, tant s'en faut. Mais comme vous le dites, bon, la police nationale, malgré tous leurs efforts, malgré leurs sacrifices et malgré leurs pertes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des policiers qui meurent presque chaque jour, malgré tout cela, la police, qu'est-ce que vous voulez faire contre des gangs qui utilisent des armes de guerre et qui ont des munitions ad libitum, quand vous êtes quelques milliers, pas forcément bien armés. Donc je vous suis dans ce raisonnement. Ah oui, parce que la police nationale, vraiment, a connu beaucoup de pertes. Et je profite de cette occasion pour encore souhaiter à la police nationale toutes mes sympathies, parce que ce sont encore des Haïtiens, des Haïtiennes. Donc, étant donné que nous n'avons pas assez d'équipement, la police nationale n'est pas assez équipée. Ouais. Et donc, c'est pourquoi je crois que la police nationale doit être aidée, guidée par d'autres forces qui viennent d'ailleurs. Très bien. Très bien. Ben, écoutez, docteur Louis-Charles, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir accordé un peu de votre temps pour commenter la situation générale du pays et nous donner et votre sentiment et celui du RDNP. Bonne chance à vous, bon travail au sein du Haut Conseil de transition à travers Madame Maniga, et puis à bientôt, j'espère. Oui, à très bientôt, parce que nous, au RDNP, nous ne nous appartenons pas, nous appartenons au peuple haïtien. Donc, c'est toujours un devoir de participer, de donner notre avis sur ce qui se passe dans notre pays. Merci. Merci beaucoup, merci. Voilà, c'était le docteur Jean Ardouin Louis-Charles, membre du directoire du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, autrement dit RDNP, qui nous donnait son sentiment personnel et le sentiment de son parti sur la situation qui prévaut aujourd'hui en Haïti. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.